Bonsoir à tous. L'affaire, vous en rappelez peut-être, a choqué jusqu'en Occident il y a quelques mois, celle de cette jeune femme tunisienne, arrêtée alors qu'elle était avec son petit ami et violée par 2 policiers. Elle porte plainte, mais c'est contre elle que la justice, contrôlée par le nouveau pouvoir islamiste, se retourne, estimant qu'elle a commis un attentat à la pudeur. Finalement, Meriem a obtenu gain de cause il y a quelques semaines. Une équipe de temps présent, Béatrice Bacti et Françoise Weilamer, ont retrouvé Meriem en Tunisie et l'ont interviewée. Car pour de nombreuses femmes tunisiennes, cette affaire est devenue un symbole, celui d'une révolution confisquée, une révolution pourtant dans laquelle les femmes ont pris leur part, mais dont les droits sont menacés. Avec l'arrivée du parti islamiste Ennahda au pouvoir, les fondamentalistes ont petit à petit marqué leur territoire et les temps sont durs pour les Tunisiennes. Nous avons rencontré sur place les courageuses qui ont ouvert le front de la résistance, résistance à la charia et au voile, résistance contre ceux qui veulent leur barrer la route de l'université, de l'emploi ou encore de la liberté sexuelle ou de la liberté tout court. Vous allez le voir, ces femmes sont déterminées et bien décidées à ne pas laisser l'histoire leur passer sous le nez. C'était leur printemps, c'était leur espoir. Les Tunisiennes ont cru particulièrement fort à leur révolution. Mais 2 ans après, c'est en résistance qu'elles ont dû entrer. Après la Révolution et surtout après les élections, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une montée, on va dire, d'insécurité, de violence qui fait peur. La volonté est de nous faire taire et de nous faire rester chez nous. Je continue à sortir, mais avec un tout petit peu la peur au ventre. C'est la femme qui tient la Tunisie, c'est les femmes qui sont là, qui travaillent, qui sont courageuses, qui sont bosseuses, travailleuses, qui sont vraiment courageuses. C'est un moment historique très pertinent, très important, et il faut absolument qu'on ne rate pas cette occasion historique où il faut dire non, halte. Nous avons des acquis, nous avons plus de 50 ans de liberté de la femme et du statut du code du statut de la femme, etc. Donc on dit stop à cette ingérence sur les libertés personnelles. On dit stop. Ce jour d'octobre, des milliers de Tunisiennes ont à nouveau pris la rue sur ces mêmes avenues qui ont porté la révolution il y a 2 ans. Devant le ministère de l'Intérieur, désormais contrôlé par les islamistes au pouvoir, un gros dispositif de police. Car la cible des manifestants, c'est bien le nouveau gouvernement dominé par le parti Ennahda. La foule l'accuse de tolérer et même de nourrir les violences qui depuis plusieurs mois ciblent les femmes, mais aussi les artistes, les journalistes et les opposants politiques. Harlem est en première ligne, car depuis la prise de pouvoir par les islamistes d'Ennahda, elle a vu son pays basculer dans l'instabilité et la peur. On est contre la Nava, contre un projet social qu'elle veut imposer et contre toute une dynamique obscurantiste qu'elle veut installer, c'est tout. Donc on est contre ces gens-là. Et ils passeront pas, parce que nous sommes nombreuses. Déjà, je dis bien nombreuses. Vous avez la voilée, la non-voilée, mais nous sommes toutes des femmes démocrates. Et nous revendiquons notre liberté. Et qu'ils passent sur nos cadavres s'ils veulent nous la lâcher. Voilà. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للخير أن ينتصر حماة الحمى لا حماة الحمى. Si Harlem est constamment sur la brèche, c'est qu'elle a été directement confrontée aux extrémistes religieux. Cela a commencé sur les lieux mêmes de son travail, l'université de la Manouba, dans la grande banlieue de Tunis.
Harlem est professeur d'histoire à la faculté des lettres, une fac devenue un enjeu central dans la lutte contre les intégristes musulmans. La majorité des 9000 étudiants sont des jeunes femmes, dont un nombre croissant porte le voile, ce qui était interdit sous l'ère Ben Ali. Pendant la répression, elles portaient leur voile malgré l'interdit. C'était des convictions perso, mais pas méchantes. Et là, non, ce que vous voyez après la Révolution, c'est dans un schéma politisé. Donc c'est dans l'optique de la Nahda et de ses alliés qui veulent nous imposer désormais, nous habituer nos enfants et nos vues, tout ça, à ce décor nouveau qui est le voile intégral, qui est le voile, ce qu'on appelle shara'i, libas shara'i, c'est-à-dire le voile de la charia, etc. Donc c'est une volonté totalement politique qui est en train de s'installer à pas de loup, moi je crois, après la Révolution. Vous n'allez pas vous habiller de façon... Attends, Bon, je ne sais pas si je vous offre des prémices. Ce sont des prémices pour vous d'une femme qui va se voiler intégralement? Non. Leur regard. Ah non, mais on s'en tape, sincèrement. Excusez-moi le terme un peu populaire, mais on s'en fout. Issus de la mouvance la plus radicale de l'islam, les salafistes ont tenté un premier coup de force il y a une année. Grâce à des renforts venus des banlieues environnantes, ils ont occupé la fac pour exiger qu'une poignée d'étudiantes puissent suivre les cours en voile intégral. La police, qui est désormais contrôlée par les islamistes au pouvoir, les a laissés faire pendant plus d'1 mois avant de les expulser. Et cela, malgré les appels au secours des professeurs. On ne peut pas être face à un non-visage, moi j'appellerais ça, et donner son cours sans voir le répondant et l'écho que ça peut, que ça peut avoir par rapport à l'étudiant. Et ce n'est pas à eux de nous imposer, disons, une réglementation qui n'est pas du tout de coutume pour nous. On n'est pas accoutumé à voir des gens avec des voiles devant leur visage. On ne voit pas les yeux, on ne voit pas le miroir de l'âme, on ne voit pas l'écho, on ne voit rien. Aujourd'hui, seule une poignée d'étudiantes et d'étudiants salafistes sont tolérés à l'université. Mais ils ne lâchent pas prise, déterminés à imposer leur religion. Pour marquer leur territoire, regardez, il y a encore des traces de leur tapis là, pour faire la prière. Et surtout, chaque jour, ils viennent dans les heures de prière pour marquer les choses, pour dire que nous sommes là et que nous réclamons une salle de prière, mais plus grande que ce qu'on leur a attribué. Ils ne sont pas des simples étudiants comme ceci, non, ils sont embrigadés et il y a toute une démarche dans laquelle on veut instaurer à tout prix un projet social différent de celui dont on est habitué quand même depuis plus de 50 ans. Ces étudiants, nous avons voulu les rencontrer à la prière de l'après-midi. Petite provocation de plus, ils se postent juste devant les bureaux du doyen. Pour l'instant, ces jeunes-là sont minoritaires à la fac. Ils n'ont pas réussi à faire disparaître les femmes de l'espace public. Mais ici, chacun reste sur ses gardes, chacun craint un autre coup de force. Je ne pense pas que, actuellement, comme ils le disent, ils vont islamiser la Tunisie. Non, la Tunisie est islamisée, mais un islam modéré comme ça a toujours existé en Tunisie, historiquement. Donc c'est pour ça que je dis, ils sont en train de nous étourdir. De vous épuiser? Oui, c'est ce qu'ils comptent. Ils comptent nous amener à
être complètement épuisés et démissionnaires. Ils n'arriveront pas à ça, puisque le soubassement et les infrastructures sont solides. Et les femmes Dans sont là les femmes, surtout les femmes. On ne lâche pas. Elles sont tenaces, les femmes tunisiennes. Gare de Tunis, au petit matin. Le réveil est difficile pour ces travailleurs qui viennent des banlieues pauvres. Pour la Tunisie aussi, le réveil est difficile. Chômage, inflation, instabilité politique, c'est le quotidien post-révolutionnaire. Leïla est une militante née de cette révolution. Ce jour-là, avant d'aller au travail, elle va distribuer des tracts pour son parti de centre-gauche, l'une des forces qui s'opposent aux islamistes au pouvoir. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on essaye de mobiliser les gens, parce qu'il va falloir qu'on se mobilise. Pendant mon temps libre, je mène des actions, que ce soit caritatives, que ce soit politiques. Après la Révolution, j'ai carrément mis ma vie entre parenthèses. Sauvons ce pays et retournons à un train normal. On peut revenir à une vie normale. Mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On sait qu'un tract sur 5 élus, les 4/5e sont dans la poubelle, mais on le fait quand même. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on est vraiment dans une période où tout le monde doit avoir au moins un avis. Si ce n'est pas participer, c'est au moins avoir un avis et être au courant de ce qui se passe. C'est tout ce qu'on demande. Et ce qu'on fait, c'est juste informer. À 33 ans, Leïla vit seule. Un choix qui affirme son indépendance, un choix qui la distingue dans une société où les jeunes femmes passent des bras de leurs parents aux bras de leur mari. Un choix qui lui permet aussi de mener son combat 24 heures sur 24 dans la rue comme sur les réseaux sociaux. C'est épuisant parce que les événements se succèdent et à une vitesse impressionnante. On a l'impression que ce gouvernement n'écoute même pas la voix de la rue. L'opposition est malmenée et on n'est pas sur un processus démocratique. Non. On n'est pas vers la transition démocratique. On va vers une théocratie. Ok, c'est pas le moment de se reposer. Maintenant, la course n'est pas finie. Aujourd'hui, ce qui nous fait le plus peur, c'est de voir la montée des salafistes qui attaquent tout le monde, qui veulent pas qui nous empêchent de mener une vie normalement. Ils vont pas tarder à nous demander de porter le voile, à pas se mélanger dans des lieux publics entre hommes et femmes. C'est une catégorie de personnes qui se battent, qui se lèvent très tôt le matin pour faire le ménage. Ils appellent ça le ménage, ils appellent ça nettoyer devant chez eux. S'ils trouvent des gens en train de boire dans la rue ou un truc comme ça, même si c'est illégal, et je suis d'accord que ce soit illégal, mais ils les prennent pas par la parole, ils n'essayent pas de les convaincre par la parole, mais c'est par la violence. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un processus démocratique, on est dans un processus de la loi du plus fort. Et c'est mon combat. Pour moi, ça ne devrait pas exister. La loi de la jungle, c'est pas comme ça. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Dans notre religion, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'être humain. Donc personne n'a à me dire comment je dois me conduire, comment je dois m'habiller, comment je dois faire pour aller au paradis. Aller au paradis, je sais comment y aller. Donc j'attends ce conseil de personne. Je sors plus seule, je conduis pas le soir, tard surtout si j'ai à parcourir de longues distances. Je me fais accompagner par des amis, mecs qui viennent me chercher. C'est le genre de précaution normale qu'on prend quand on a un pays qui n'est pas stable côté sécurité et où la volonté est de nous faire taire et de nous faire rester chez nous. Wadi est l'un des amis que Leïla a rencontré dans le bouillonnement post-révolutionnaire. C'est lui qui souvent la protège. Les histoires, on en entend tous les jours. Ça nous fait peur, ça nous fait flipper. C'est de ça qu'on a peur, c'est d'être agressé, d'être arrêté pour des raisons quelconques. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quel danger on court, mais les dangers, il y en a.
bonsoir. Dans ce lieu branché du Tunis nocturne, plus rien ne rappelle les tensions de l'extérieur. Ici, on fait la fête, on boit, presque comme un pied de nez aux extrémistes, à ceux qui voudraient changer le modèle d'ouverture tunisien. On est là pour combattre ces salafistes et pour revendiquer nos acquis déjà. On va pas perdre ce qu'on a gagné. On continue à vivre normalement, hein. Rien n'a changé pour nous. Personne ne pourra me dire comment je dois m'habiller, ni comment je... Tant que je suis correcte, je suis correcte. Je sais comment il faut que je m'habille, je respecte les occasions, les endroits. Personne n'a de leçons à me donner, je pense. Hein. Je ne me laisserai pas faire et on est beaucoup de femmes dans... On ne va pas se laisser faire, hein. Il n'y a pas de raison, on est là. On ne va pas se laisser faire, hein. Jamais de la vie. Mais vivre comme avant, pour ces femmes de Tunis, ce n'est déjà plus tout à fait possible. La capitale est encore sous le choc de l'agression, un mois plus tôt, contre un couple comme tous ceux que l'on vient de voir. Meriem et son ami Ahmed viennent de passer une soirée tranquille dans un restaurant de la banlieue chic. Ils sont dans leur voiture, il est passé minuit. Nous étions à 150 mètres de chez moi. Une voiture blanche est arrivée. Ils m'ont dit qu'ils étaient de la police. Ils m'ont sorti de la voiture et l'un m'a mis les menottes. Ce policier m'a éloigné. 2 autres ont pris Meriem et l'ont mise dans leur voiture. Dès que la voiture a commencé à rouler, le premier m'a violée. Ils ne se sont pas arrêtés. Ensuite, ils ont échangé leur place et le deuxième m'a violée. Après, ils m'ont ramenée à côté de ma voiture, le second m'a mise dedans et il m'a violée à nouveau. Je me sentais morte. Je ne sentais rien. Je ne sentais plus rien. Ce soir-là, en rentrant, je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre. C'est comme si j'avais perdu connaissance. Le viol aura duré plus d'1 heure. Meriem veut rentrer, mais Ahmed la convainc de déposer plainte. Ce que le couple ne peut pas deviner à ce moment-là, c'est que leur calvaire va continuer jusqu'au soir suivant. Impossible d'obtenir un certificat médical. Dans une clinique, puis un hôpital, on leur refuse le constat de viol. On leur dit qu'il faut d'abord déposer plainte dans un commissariat. Pas facile quand on accuse des policiers. Ils passeront par 4 commissariats avant d'être entendus. Nous avons été interrogés toute la journée. Ça a été difficile. Ils m'ont mis dans la même pièce que les 3 hommes. Ils me criaient dessus, ils hurlaient. Ils criaient « Abandonne, abandonne, abandonne ». Ils nous ont interrogés jusqu'à 19 h. Ils ne voulaient pas me lâcher tant que je ne signais pas l'abandon des poursuites. On ne voulait pas abandonner, mais on a signé pour pouvoir rentrer. Elle doit signer un document qui stipule qu'elle était en position compromettante lorsque les 3 policiers sont arrivés près de sa voiture. Le piège se referme. Quand sa plainte passe au ministère de la Justice, contrôlé lui aussi par les islamistes au pouvoir, Meriem n'est plus considérée comme une victime, mais accusée d'atteinte à la pudeur, tout comme Ahmed. Mon premier avocat m'a appelé pour me dire que j'étais accusé. Je lui ai demandé « Mais de quoi ?» Il m'a répondu que j'avais été arrêté dans une position immorale. Il m'a dit que je risquais 6 mois de prison.
Je suis allée demander justice et ça se retourne contre moi. Ils ont retourné l'histoire contre moi. Ils m'ont rendue malade. C'est comme s'ils me violaient à nouveau. C'est la même douleur. Je me sens dans une prison, comme dans un cercueil trop étroit qui se referme sur moi. Je ne peux plus vivre ici. Des policiers qui, au lieu de la protéger, violent une femme. Une justice qui, au lieu de la défendre, l'accuse à son tour. C'est dans cette réalité inquiétante que les Tunisiennes vivent aujourd'hui. Dans sa famille, Salwa était la première à porter le voile, en 2004 déjà, bravant les interdictions sous le régime Ben Ali. Dans sa famille, elle a aussi été la première à lancer sa petite entreprise en banlieue de Tunis. C'est une pâtisserie à la française dont les gourmandises et les baguettes attiraient beaucoup d'expatriés avant la Révolution. Après la Révolution, j'ai perdu 2/3 de ma clientèle, malheureusement pour moi. J'ai pas beaucoup de chance. Et du coup, ça marche pas bien. Et voilà, à un moment donné, j'ai pensé d'arrêter le boulot et de changer de pays, tout simplement. J'aimerais bien garder ma petite pâtisserie, c'est toute ma vie jusqu'à présent. Je suis pas mariée, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai créé. Je veux pas lâcher. Avec sa pâtisserie, elle gagne sa vie, mais elle aide aussi toute sa famille à survivre. On va mettre la table dehors, on va manger là-dedans. À 27 ans, elle habite encore chez sa mère. Dans sa famille aussi, la Révolution a déçu. Mes 2 filles et moi, nous sommes voilés. Avec un nahda, on a le droit de mettre le foulard. Et ben c'est ce que j'ai pensé. J'ai voté nahda. Mais voilà, peut-être malheureusement j'ai mal choisi. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité maintenant. On n'est plus cherché par les agents de police pour le foulard, mais pourtant il y a les barbus, les salafistes qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils se mêlent de tout et moi j'ai peur. Finalement j'ai peur, oui, sortir le soir ou voir mes filles sortir le soir. Avant j'avais pas peur. À l'image de nombreuses familles tunisiennes, celle de Salwa a toujours vécu dans une grande tolérance quant aux choix religieux de chacun. Il y a 2 filles non voilées, 2 filles voilées, et chacune qui se respecte. Je crois en Dieu, je fais la prière. Je ne mets pas de foulard. Pourquoi? Je sais pas. Elle n'est pas convaincue, hein? Pas encore. Et personne ne l'a obligée, comme Oui. on n'oblige personne à mettre le foulard. Oui. C'est son choix. Si elle ne veut pas mettre le foulard, peut-être ça viendra un jour, elle le mettra. Oui. Mais pour le moment... Ou peut-être jamais. Ou peut-être jamais. Bon, je pense pas. Jamais, je pense pas. Parce que je suis croyante. Ça va arriver un jour. Je sais pas quand. Mais oui, oui. Oui. Aujourd'hui, dans cette banlieue du Grand Tunis, se livre la même bataille que partout dans le pays. Les salafistes cherchent à imposer leur islam radical et ils se battent pour le contrôle des mosquées. Ici aussi, ils ont refusé toute interview. Eux
maintenant, ils veulent plus les anciens imams parce qu'ils étaient vieux et mûrs. Et maintenant, c'est eux qui veulent gérer la mosquée. Alors, mettre un autre pour appeler, pour encourager, pour jihad. Oui. Alors, jihad contre qui, là? C'est vrai que les salafistes sont là, ils sont en train de nous emmerder, mais il faut penser aussi qu'en Tunisie, il y a des gens qui sont intello, qui sont bien, qui sont courageux, qui sont contre et qui battent ces salafistes, ces cons-là, qui sont là que pour pourrir notre vie. Pour moi, c'est un danger public. Voilà. Je suis personnellement intimement convaincue que la violence va arriver, que la résistance, il faut qu'elle soit là. Leïla rejoint le petit groupe de militants devenus ses amis au fil des manifestations. C'est le siège du parti Le Pôle, un parti dont elle est l'une des fondatrices. Ce soir, ils organisent une assemblée citoyenne. C'est l'un des moyens choisis pour mobiliser et informer le public. On s'est révolté. La révolution a porté le slogan Shoghl Hurriya Karama, travail, liberté et dignité. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une dignité? Donc, je me bats pour expliquer pourquoi on est là. Je me bats à réussir à instaurer une démocratie. Et une démocratie, c'est le droit à la parole, le droit à l'expression, le droit à la vie, le droit à la dignité. Donc, c'est ça mes valeurs. Je me bats pour un État laïque. Et quand je dis laïque, c'est la séparation entre l'État et la religion. La religion est personnelle, l'État, c'est pour tous. Ce qui me fait peur, c'est que la Tunisie perde aujourd'hui sa position d'étoile. La Tunisie a brillé. Depuis 3000 ans, elle a brillé. Et aujourd'hui, si on va ressembler à un autre pays ou à un autre modèle qui n'est pas le nôtre, on va perdre cette place. Donc là, c'est très utopique et très sentimental, je vais dire. Mais ce qui me fait peur, c'est Tunis, c'est la Tunisie. Qu'on la perde à jamais et qu'on va devoir passer par des années noires et qu'on va devoir batailler. Mais je suis certaine que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va gagner.